le révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique. Mon bonjour à vous. Ce matin, j'ai partagé avec vous une petite réflexion que j'ai d'ailleurs convertie en vidéo pour faire un rappel aux gens et pour que ça serve aussi d'information aux autres. Ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, de beaucoup d'aspects de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été ignorés, des aspects qui montrent que la détermination d'un peuple qui lutte pour sa survie est beaucoup plus importante que n'importe quoi. Et ça, quand tu fais le parallèle entre cette période et ce que nous traversons aujourd'hui dans les Sahel, ça montre clairement que nous sommes aujourd'hui sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin parce que ceux qui veulent nous faire la morale, qui veulent essayer de nous faire croire que des régimes militaires ne sont pas la solution à notre problème, ou bien des militaires à la tête de nos pays ne peuvent pas être la solution. Mais écoutez, et en 1940, pendant que l'Angleterre, au même titre que la France, faisait face à l'Allemagne nazie, la France a capitulé. Ils avaient au départ un régime civil, fragile, qui a été remplacé par le régime de Vichy. Le régime de Vichy, c'est comme l'aide d'Amiba à eux. Un militaire irresponsable qui n'avait pas le sens des décisions. Mais pour refuser cette capitulation, c'est pour ça que le général de Gaulle a fui la France pour aller se réfugier en Angleterre pour faire appel à l'armée, pour dire qu'ils ne sont pas vaincus. Ils ont perdu une bataille mais ne sont pas vaincus. Il rejetait toutes sortes de négociations avec l'Allemagne nazie. Parce que pour lui, l'honneur, la dignité, la survie de son peuple ne peut pas être négociée. Ce sont les descendants de ces gens-là qui essaient aujourd'hui de nous faire croire que nous, on doit négocier notre survie. Dans la période où la France avait capitulé, quand l'Allemagne nazie avait pris le contrôle de Paris, les gens ont mis beaucoup de pression. C'est Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni, de l'Angleterre, pour qu'il n'a qu'à rentrer en négociation avec Hitler. Il leur a répondu en leur disant, mais négocier quoi? Qu'il ne négociera absolument rien du tout avec Hitler, même si ils vont mourir jusqu'au dernier. Pourquoi c'était différent chez lui? Il avait une expérience militaire, c'est un militaire très réfléchi et qui a le sens de l'honneur. Quelqu'un qui n'était pas prêt à céder face à l'humiliation. Quelqu'un qui a rejeté le déshonneur. Il est resté seul pendant que la France voisine était devenue le collaborateur de l'Allemagne nazie. Pendant que la France avait capitulé, l'Angleterre était restée seule. Et le peuple anglais, le peuple britannique est resté solidaire de leurs dirigeants. Parce que dans cette période, il y a eu une phase dans laquelle pendant plus de 50 jours, la capitale de l'Angleterre, qui est Londres, a été intensivement bombardée par les avions de l'Allemagne nazie. Des dizaines de milliers de civils, plus de 40 000 sont morts en moins de 60 jours durant ces bombardements. Et c'est à cette période que les Anglais ont inventé un slogan. Keep calm and carry on. Ça veut dire quoi? Restez calme et vaquez à vos occupations. Malgré les dizaines de milliers de morts qu'ils ont connus dans la capitale, le slogan c'était Keep calm and carry on. Les gens se lèvent, dans la nuit il y a des bombardements. Le matin les gens se lèvent, ils partent, ils enterrent leurs morts. Le boulanger qui a perdu sa femme vient ouvrir sa boulangerie. L'infirmière qui a perdu son mari dans les bombardements de la nuit précédente rejoint son poste pour soigner les blessés. C'est comme ça, c'était comme un pacte qu'il y avait entre le premier ministre Winston Churchill et le peuple anglais. Les British avaient compris. Ils ont demandé seulement quelque chose à leurs dirigeants, de les venger. À l'époque, l'Union soviétique, qui est devenue plus tard la Russie, refusait aussi de se joindre parce ils considéraient que c'était pas leur problème parce que à l'époque, Staline avait avec Hitler. Mais c'est plus tard qu'il a compris que avec un tyran, un terroriste, on ne peut pas avoir un pacte permanent. Par surprise, Hitler avait débarqué ces éléments pour envahir l'ex-Union soviétique. Dans la première semaine de l'invasion de l'ex-Union soviétique, là, plus de 300 000, j'ai dit 300 000 soldats de l'ex-Union soviétique avaient été capturés par les Allemands. À l'époque, les Américains refusaient aussi de se mêler de cette guerre. Ils ont accepté appuyer l'Angleterre avec des moyens matériels, mais refusaient de s'engager ouvertement dans cette guerre. Qu'est-ce qui a changé ça? La diplomatie de Winston Churchill, qui a compris que tenir c'est bien, mais si plusieurs États pouvaient s'unir, si plusieurs États pouvaient conjuguer leurs efforts, ça va résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Ce qui a facilité ça, c'est d'abord la bonne compréhension du président Roosevelt de l'époque, qui avait une bonne expérience militaire, qui a été formé aussi au combat naval, qui sait ce que c'est que l'honneur, qui sait ce que c'est que la guerre. Et ce qui est venu précipiter l'engagement des Américains dans cette guerre, c'était
le fait que les Japonais aient bombardé des militaires américains à Pearl Harbor. Ce bombardement des Américains qui se considéraient comme observateurs dans cette guerre a enclenché les choses. Ça a facilité la diplomatie de Winston Churchill. Mais ça ne doit pas vous faire oublier le fait que pour qu'on en arrive là même, il a fallu qu'il y ait des gens qui tiennent. Si Churchill à l'époque avait cédé à la tentation, à la manipulation et aux pressions des gens qui lui demandaient d'accepter des compromis avec l'Allemagne nazie, quel sera l'avenir de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe allait devenir? Qu'est-ce que le monde même allait devenir? Parce que l'Allemagne nazie avait des visées qui portaient au-delà de l'Europe. Ils avaient des ambitions qui concernaient l'ensemble de la planète Terre, qui d'une façon ou d'une autre allaient toucher l'ensemble de ceux qui vivaient sur cette planète Terre. Parce que déjà à l'époque, l'Italie, qui collaborait avec l'Allemagne nazie, occupait la Libye dans la même perspective d'extension de la guerre. Donc aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont venir s'asseoir pour vous dire on a perdu tel nombre d'hommes, on a perdu tel nombre d'hommes, on a perdu tel nombre d'hommes, il faut que vous fassiez ça. Mais écoutez, nous sommes en guerre contre des ennemis qui ont fait le choix de cibler nos populations civiles et nos forces combattantes pour des intérêts de narcoterrorisme, pour des intérêts étrangers. Nous n'allons pas être ces lâches qui allons courber le chine. Nous n'allons pas être ceux qui vont baisser les bras. Ce qui manquait à notre nation, à nos nations, c'était un leadership clair. Des gens qui ont le sens de l'honneur. Des gens qui ont fait le terrain. Des gens qui connaissent la guerre. Des gens qui tiennent à la dignité de notre peuple. Et ce qui nous manquait aussi, c'était une union sérieuse entre nos pays qui traversaient la même situation. Parce qu'à l'époque des régimes civils, vous allez voir tous nos chefs d'État se rassembler pour prendre des avions pour se rendre à Paris pour discuter de notre devenir. Le même Paris à partir duquel les narcoterroristes du MNLA ont proclamé l'indépendance de leur État fictif d'Azawad. Le même Paris dans lequel Iyad Ghali a vécu et a préparé son retour au Sahel avant de venir commencer à endeuiller nos familles. Le même Paris qui d'une façon sournoise soutient de façon quasiment ouverte des groupes terroristes, qui a contribué à les enrichir avec des rançons à coût de milliards de francs CFA pour la libération de ces quelques citoyens enlevés, soi-disant enlevés par ces groupes terroristes. Ça nous a enlevé toute dignité. Ça nous a enlevé toute possibilité. Et pire encore, certains sont revenus. Ils ont été même capables de négocier et de libérer des terroristes en plus des valises d'argent qu'ils leur ont données, juste pour pouvoir organiser des élections. On ne pouvait pas du tout avancer avec ce type de mentalité. On ne pouvait pas voir le bout du tunnel. Il n'y avait absolument aucune possibilité. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont pris conscience, qui ont une pleine conscience et une clairvoyance nécessaire pour comprendre que notre survie, ça va dépendre de notre union et de nous-mêmes. Ils ont créé l'AES, ce cadre unique, historique, dans le but de relever le défi de l'insécurité, dans le but de redonner à notre peuple sa dignité. Pendant ce temps, les farfelus vont se lever à gauche, à droite pour essayer de vous faire croire que non, c'est en devenant émotionnel qu'on pourra résoudre notre problème. Des gens viendront vous dire que non, il faut qu'on se dise la vérité. Winston Churchill a dit quelque chose de très intéressant lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand ils étaient en train de préparer le débarquement, les Alliés étaient en train de préparer le débarquement en Normandie, ils ont créé une opération fictive faisant croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer ailleurs, pas en Normandie, pour brouiller les... Parlant de ça, Churchill avait dit qu'en temps de guerre, la vérité est tellement précieuse qu'il faut la protéger par plusieurs couches de mensonges. Parce qu'il n'y a pas de vérité en temps de guerre, il n'y a que des camps. Et chacun lutte pour la victoire de son camp. Les gens vont se lever pour vous dire non, tel village a été attaqué, tel village a fait ci, tel village a fait ça, telle localité a eu... Mais dites-moi, en quoi est-ce que ça va contribuer à nous libérer du joug des terreaux? Ce qu'on doit inculquer à notre peuple, c'est la nécessité de prendre ses responsabilités et de rester soudés derrière nos dirigeants. Si les Britanniques avaient cédé à la peur, si ils s'étaient retournés contre leurs dirigeants quand la capitale était bombardée, quand plus de 40 000 d'entre eux ont perdu la vie, si l'armée s'était retournée contre ses dirigeants, quand plus de 300 000 soldats britanniques ont perdu la vie, sous le prétexte que les dirigeants avaient refusé de négocier avec l'Allemagne nazie, quelle allait être l'issue pour ces pays-là? Quelle allait être l'issue pour l'Europe? Quelle allait être l'issue pour le monde? Nous sommes dans une situation quasi similaire où des gens en intelligence avec des puissances étrangères font tout ce qu'ils peuvent faire pour nous mettre à genoux. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour nous mettre en conflit
les uns avec les autres. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour nous décourager, pour nous abattre moralement. Et nous devrons comprendre notre responsabilité dans cette guerre. Elle n'est pas seulement la responsabilité de notre armée, non. Elle est aussi notre responsabilité. Nous devons adopter le même comportement courageux du peuple britannique et des autres peuples qui ont affronté avec dignité leur destin, qui ont accepté, consenti le sacrifice qu'il fallait consentir pour la survie de leur nation. Pour l'effort de paix, pendant que la Grande-Bretagne était en guerre, pendant que la capitale était bombardée, la moitié du PIB du pays était investi dans la guerre. La moitié du PIB du pays. Mais ils n'ont jamais fléchi, ils ne se sont jamais agenouillés, ils se sont battus. Les gens ont perdu en une journée de combat ce que tout le Sahel n'a pas perdu en 10 ans. En une journée de combat, ils ont perdu ce que le Sahel n'a pas perdu en 10 ans. Qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui avec le leadership clairvoyant que nous avons? Ce qui nous freine, c'est le fait que beaucoup de gens sont encore endormis. Les gens pensent que c'est un état émotionnel qu'on peut résoudre nos problèmes. Les gens pensent que c'est en criant à gauche, à droite que quelqu'un d'autre va avoir pitié de nous pour venir s'occuper de notre problème. Non, les gens avaient leurs moyens ici. La France elle était présente au Niger, au Mali, au Burkina avec ses hommes, ses moyens. Quand tout a commencé, quand nos familles étaient endeuillées, qu'est-ce qui a été fait comme effort pour empêcher que nos villages ne tombent? Quel village est-ce que cette France, durant toute sa présence, a aidé à libérer? Zéro, absolument zéro. Mais quand la guerre a éclaté en Ukraine, longtemps après la nôtre, quel moyen n'a pas été mobilisé, ne continue pas d'être mobilisé? Vous voyez où se trouvent les priorités des gens? Mais les gens ont affaire à, les gens ont le temps pour des gens qui n'ont rien à foutre de nous, qui s'en fichent de notre destin, qui au contraire ont pour seul refuge le festoiement lorsque nous perdons des hommes, lorsque nous perdons des populations. Ils célèbrent sur leur plateau télé. Des gens se moquent de nous. Des gens vilipendent nos forces de défense et de sécurité. Des gens les accusent de toutes sortes d'atrocités. Des gens touchent à notre dignité quotidiennement. Et nous, si malgré tout ça, nous ne sommes pas suffisamment conscients et responsables pour comprendre que personne ne va faire ça, c'est que c'est grave pour nous. C'est que c'est très très grave. Parce que les mêmes gens qui sont là, qui disent que sous les régimes militaires, voilà, on ne peut pas résoudre aussi, ce sont les mêmes qui mettent les bâtons dans les roues de ces régimes militaires. Ce sont les mêmes qui financent des enfants perdus de la République pour que se liguent contre leur propre patrie. Nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, si aujourd'hui nos dirigeants en qui nous avons confiance, qui ont l'expérience de la guerre, qui sont déterminés à aller jusqu'au bout de la chose, décident demain matin d'organiser une mobilisation générale afin que notre peuple, tous ceux qui peuvent, tous les bras valides qui peuvent descendre sur le terrain, même si c'est 10 millions de personnes, puissent descendre le même jour sur le terrain et qu'ils convoquent toute la diaspora. Moi, Ibrahima Maïga, je serai le premier à rentrer. Je vous fais ce serment-là. Si demain, on fait une mobilisation générale pour la survie de notre peuple et qu'on demande aux acteurs, à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora qui le peuvent de rentrer, moi, Ibrahima Maïga, contre vent et marée, je serai le premier à être au front en première ligne. Parce que c'est notre survie. Mais aujourd'hui, nous avons déjà des combattants aguerris, déterminés, qui ont seulement besoin de notre soutien, de notre compréhension, de notre accompagnement. Et vous laissez des gens vous égarer par mots. Vous laissez des gens qui, en principe, même lors des réunions de famille, dans leur propre famille, n'ont pas droit à venir essayer de vous parler d'eux. Pour beaucoup, c'est de l'ignorance. Mais pour certains d'entre eux, c'est l'appât du gain. Ils n'ont aucune conscience. Ils n'ont aucune culture. Ils ne savent même pas. Ils ne connaissent même pas l'histoire, leur propre histoire. À plus forte raison, l'histoire du monde. Le monde dans lequel nous vivons. Ils ne savent même pas quand ils vous disent, par exemple, que non, la France est un allié qu'il faut garder. Et ils ne savaient même pas que quand on venait embastiller nos grands-parents, les enrôler de force pour aller combattre, pour libérer la France là. Pendant ce temps-là, la France nous maintenait dans la domination. Nous étions encore ses colonies. Quelqu'un qui veut lutter contre une occupation pour sa liberté, qui veut toi t'utiliser pour l'aider à se libérer. Pendant ce temps, il occupe tes terres. Pendant ce temps, il te garde comme colonisé, comme administré. Ces gens-là, ils ne savent pas que ce sont les mêmes acteurs qui ont enchaîné nos ancêtres, qui les ont vendus comme du bétail pour leurs propres intérêts, sans qu'il n'y ait réparation, sans qu'il n'y ait aucune réparation. Et ce sont eux qui vont trouver des excuses pour eux, pour dire, non, si vous n'êtes pas content, eh ben, quittez c'est où? Nous sommes chez nous. Parce que ce sont nos ancêtres qui ont contribué à bâtir ces nations. C'est dans leur sueur et leur sang que ces nations ont été bâties. Ils ont contribué pleinement à l'essor de ces nations, à la survie de plusieurs de ces nations, sans leur participation là. Mais aujourd'hui, les Français allaient parler l'allemand. C'était eux qui étaient envoyés en première ligne comme chair à canon pour la libération des autres. Mais les gens n'ont pas pleurniché. Et nous, à notre
notre tour, les gens veulent qu'on devienne des lâches, des traîtres, qui vont pleurer sur leur propre sort pendant que le monde se moque de l'aide. Non, nous sommes face à une situation qui nous a été imposée et c'est à nous de l'affronter. Et je vous ai dit, cette situation-là, elle est la résultante d'une manipulation bien orchestrée. Les narcoterroristes qui sont au nord du Mali, qui veulent créer leur narco-État pour le trafic international, ils avaient essayé de faire ça en 90 avec Iyad Agali à leur tête. Les populations de la zone, les Songhoi, les Dokon, les Peuls et autres se sont associés, ainsi que beaucoup de tribus Touareg, se sont associés pour les mater. Ils sont revenus à la charge maintenant avec une nouvelle stratégie. C'est une stratégie qui consiste à mettre ces populations qui les ont combattues de par le passé là, en conflit, afin de pouvoir atteindre leurs... Ce sont eux qui essayent de vous faire croire partout que des peuples ont des problèmes avec d'autres communautés, alors que c'est un gros mensonge. Ce sont eux qui vont venir s'arrêter pour dire encore qu'ils veulent créer un État fictif qu'on appelle Azawad. Et ils vous diront que non, que l'Azawad là, c'est pour tous les habitants de la zone, alors qu'eux-mêmes là, ils sont minoritaires dans cette zone, parce qu'ils ne représentent même pas le groupe ethnique auquel ils prétendent, dont ils prétendent défendre les intérêts. Et il y a des gens qui tombent dans ce piège, dans cette perfidie-là. Si c'est pour tout le monde qui sont en train de se battre là, dites-nous, prenez la liste de ceux qui dirigent leur organisation fictive. Il y a le nom de quel peuple là-bas, il y a le nom de quel Songhai là-bas, il y a le nom de quel Hausa là-bas. Ce sont des gens qui veulent notre espace de vie pour en faire une zone de non-droit. Et c'est de la provocation, parce que c'est un déni même de l'histoire. Parce que le territoire qu'ils disent vouloir revendiquer, c'est sur les cendres de l'ex-empire du Mali. C'est sur les cendres de l'ex-Massina. C'est sur les cendres de l'ex-empire Songhoi. Donc, ils dénient l'histoire de ces peuples. Ils dénient l'histoire de ces autochtones qui vivent toujours sur cette terre par millions là. Et moins de 100 000 personnes vont s'élever pour dire que non, ils veulent avoir un territoire sur lequel il y a des gens d'autres communautés qui représentent des millions. Pour le réussir, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire par la guerre. Donc, il faut opposer les communautés. C'est pour ça qu'ils essaient d'opposer Peul à Moussi, Peul à Songhoi. En fait, tous ceux qui sont même manipulés, nos frères qui sont manipulés, qui sont dans le terrorisme aujourd'hui, là, ils sont tombés dans ce piège. Ils ont même tenté la même chose avec les Songhoi. Mais même actuellement, ils continuent de changer, de tenter leur chance. Ils continuent de le faire en essayant de faire croire que non. J'ai même quelques enregistrements dans lesquels ils sont en train d'intervenir pour dire que non, ils sont juste opposés au Bambara. Mais c'est de la perfidie. En fait, leur objectif, c'est le grand remplacement. Ils sont contre toutes les populations noires au sud du Sahara, sans aucune exception. Parce que ce sont les gens qui pensent qu'ils doivent nous dominer. Vous voyez ce qu'on fait subir à certaines personnes en Mauritanie? C'est le sort qui nous attend si leur passion ne se donne pas la main. C'est le sort qui nous attend si nous-mêmes on se subdivise et qu'on se fait la guerre pendant que ces gens-là attendent juste le bon moment pour, en contribution avec leurs maîtres français, passer à notre recolonisation. Il est temps qu'on montre aux gens que nous aussi on réfléchit, on a pleine conscience des enjeux et on va faire ce qu'il faut faire pour la survie de nos peuples. On ne peut pas permettre que des esclavagistes, des racistes, des haineux viennent prendre le contrôle du destin de notre peuple. Ça ne va jamais arriver. Et pour que ça n'arrive pas, c'est à nous de nous donner la main et d'avance. C'est à nous de ne jamais fléchir. C'est à nous de ne jamais fléchir. Parce que ils vont tout tenter sans se faire. Vous avez vu, ces 2 jours, ils avaient premièrement inventé une histoire de bavure par le drone qui, selon eux, aurait fait 100 morts et 50 blessés lors d'un enterrement, qui était un gros mensonge. Ils ont compris que c'était faux et même ils savent que c'était faux. Ils sont revenus avec une autre. Mais ils vont se calmer parce que ce peuple-là sait qui est son ennemi. Ce peuple sait qui endeuille ses familles. Ce peuple sait qui entrave sa marche vers sa souveraineté. Ce peuple sait qui déguerpit ces populations. Et c'est l'ennemi que nous allons combattre. Et l'ennemi ne doit pas nous dicter notre conduite. L'ennemi ne doit pas nous dicter quand pleurer ou quand rire. Non. Nous allons faire comme les British. Nous allons faire comme les Anglais. Nous allons dire keep calm, carry on. Restez calme et vaquez à vos occupations. Quelle que soit la douleur, quelles que soient les pertes, quel que soit ce qui va arriver, nous allons montrer à l'ennemi que nous allons poursuivre le combat jusqu'au bout et qu'aucune perfidie ne nous mettra à la merci des gens qui ont clairement montré qu'ils veulent nous déstabiliser. Ils ont surfé sur notre division pendant trop longtemps. Et c'est ça même qui les a permis de propager leur haine, leur terreur très loin
de leur zone de prédilection. Au départ, quand ils étaient au nord Mali, ils faisaient croire aux autres pays qu'ils n'avaient aucun problème avec eux. Les Yad Gali là, venaient à Ouagadougou pour des négociations. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes Yad qui sont en train d'endeuiller des familles au Burkina, au Niger et au Mali. Aujourd'hui, quand ils endeuillent le Burkina, le Mali et le Niger, ils font croire au régime ivoirien qu'ils n'ont aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Mais demain, ils iront là-bas. Leur porte-parole, Wassim Nasser l'a clairement dit, qu'ils ont commencé à recruter en Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas, lui ne sait pas, c'est pour les ramener chez eux ou quoi. Mais bien sûr, c'est pour les ramener chez eux. Ils ont profité des périodes de négociation auxquelles ils venaient participer au Burkina pour se tisser des relations et recruter des gens. Ils ont créé des cellules dormantes qui attendaient le moment propice pour intégrer. C'est la même chose qu'ils font au Ghana. C'est la même chose qu'ils font en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils essayent de faire au Togo, au Bénin. Quand vous voyez qu'ils sautent tout pour s'attendre seulement aux États noirs au sud du Sahara, ça ne vous dit rien, ça ne vous fait pas réfléchir. Et quand vous voyez que ce sont eux-mêmes qui alimentent les divisions entre les régimes dans ces différents pays, ça ne vous fait pas réfléchir parce que ça les arrange. Notre union ne peut pas les aider parce qu'ils savent que si nous nous unissons aujourd'hui pour combattre ce fléau-là, on va en finir sans trop durer. Parce que parmi même ceux qui ont pris les armes, quand certains vont comprendre les enjeux derrière ça, toute la manipulation, ce sont eux-mêmes qui ont retourné les armes contre ceux qui les ont recrutés. On ne peut pas te dire que c'est une guerre qui vise à islamiser des gens qui sont déjà musulmans, ça c'est un. Et de deux, même si ces gens n'étaient pas musulmans, on vous dit que c'est pour islamiser les gens, mais on vous fait déguerpir des villages. Quand on vous fait déguerpir les villages, ça ne vous fait pas réfléchir. Ce sont vos terres qu'ils veulent. Ce sont vos terres qu'ils veulent. Et pendant ce temps, eux, ils sont sur leurs terres. Leurs enfants vont dans des écoles. Ils préparent le futur. Ils s'arment. Ils sont en train de se préparer pour attendre le moment propice, pour pouvoir s'emparer de nos terres. Et pour ça, ils utilisent toutes sortes de verbiages pour nous mettre en conflit. Tantôt, ils vont venir vous dire que c'est les Peuls qui n'aiment pas. Combien de Peuls ils ont assassinés au début de leur rébellion? Tantôt, ils vont venir vous dire que c'est les Songwe qu'ils n'aiment pas. Tantôt, ils vont venir vous dire que c'est les Bambara qui n'aiment pas. Tout ça, c'est de la perfidie pour nous mettre en conflit. Nous, il n'y a pas de différence entre nos populations. Nous sommes des peuples unis par l'histoire, par la géographie et par un destin commun. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes métissés. Nous n'avons pas de Moussi, nous n'avons pas de Hausa, nous n'avons pas de Songwe, nous n'avons pas de Zarma, nous n'avons pas de Bobo, nous n'avons pas de Dogon, nous n'avons pas de Bambara. Non, nous n'avons pas de Touareg. Non. Nous sommes des citoyens d'une même nation qui aspirent à un meilleur devenir pour leur peuple et qui sont prêts à mener la bataille qu'il faut mener pour atteindre cet idéal, pour atteindre cet objectif. Bon, c'était mon bonjour d'aujourd'hui et je voulais aussi vous informer qu'à partir de demain, chaque vendredi à 16h, nous allons animer un panel sur TikTok où les gens pourront poser des questions et chaque jour on va aborder un sujet. Et demain, nous allons aborder le sujet du terrorisme, de ses origines à aujourd'hui, pour que les gens comprennent beaucoup de choses. Portez-vous bien et je vous souhaite vraiment une excellente journée. Au revoir.